du pouvoir d'achat, des questions de justice sociale qui ne sont pas présentes et qui sont pourtant le creuset du mouvement des Gilets jaunes, de la contestation populaire. On n'entend pas parler de ces questions-là. Donc c'est comme s'il y avait un cadre de référence uniquement basé sur les valeurs républicaines, sur l'État, sur l'action publique, et que tout le reste était évincé. Et par le simple fait de poser cette question, il y a ce qu'on pourrait appeler un effet de politisation. C'est-à-dire qu'on amène la personne à rendre son contenu politique, à se positionner sur ce qui est déjà politique, sur la République, sur la laïcité, sur l'action de l'État. Or, cette politisation est-elle forcément le fait de l'individu, ou est-elle le résultat de l'induction à laquelle on va l'amener? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'être politisé? Est-ce que ça passe par des questions de justice sociale, de pouvoir d'achat, ou par des questions de valeurs républicaines? Ça encore, c'est pas défini. Question 29, il y a quelque chose d'intéressant aussi que j'ai remarqué. Alors je vais vous lire la question 29. En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement? Alors, ok, c'est très bien, mais j'ai presque envie de dire, que fait-on des migrants demandeurs d'asile et de ceux qui ne sont pas titulaires du droit d'asile? Est-ce qu'on parle des obligations d'asile remplies? Et que se passe-t-il si ces obligations d'asile ne sont pas remplies? On retrouve là encore une présupposition, seulement si le droit d'asile est rempli. On fait dépendre la migration de l'obligation d'asile, et cette tournure de phrase conduit non seulement à évincer tous les migrants de l'obligation d'asile, tous ceux qui n'ont pas droit à l'asile, mais aussi ça fait dépendre l'asile du fait que l'immigration rentre dans le régime juridique du droit d'asile. Or, peut-on réellement s'assurer que l'obligation d'asile soit remplie? Ça, on n'en sait rien, d'autant plus que la question de la crise des migrants nous l'a rappelé. C'est très difficile d'apporter des réponses consensuelles. C'est très très méandreux. Mais alors, ce qu'il y a de plus d'intéressant aussi, c'est que si vous regardez la question 30, que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer? Donc, d'emblée, dans la tournure, on postule que ce défi va durer. Donc si ce défi va durer, c'est de dire que l'immigration, c'est un problème très long, très dur à accomplir. Donc finalement, comme on ne peut pas le résoudre, comme ce défi n'est pas encore résolu, on ne respecte pas, on ne peut pas remplir cette obligation d'asile. Vous voyez la subtilité? Là, c'est qu'on met au même niveau le défi qui va durer, donc l'inscription dans le temps, on fait traîner le dossier dans le temps, et l'obligation d'asile. Voilà, alors je vais m'arrêter là, peut-être pour ne pas être trop long et pour avoir le temps de discuter. Alors, que dire en conclusion de ce débat, de ces questions? Alors, deux dimensions. J'ai presque envie de dire, d'une part, une dimension à peu près structurelle, au niveau un peu plus méta-sociale, et puis d'autre part, les risques d'influence et peut-être de manipulation, ça dépend comment on le voit, pour reprendre ton propos, François. Il y a des distinctions à faire entre influence et manipulation, tout dépend des échelles sur lesquelles on se positionne. Mais en fait, si je devais observer ces questions et puis le résumer en une phrase, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une alternative, on n'est pas dans une possibilité de sortie du système. Ces gens qui ont posé ces questions sont plus dans une démarche de régulation du système. C'est comme si on avait l'impression que ce système était forcément que bon, que magnifique, que génial, qu'il était la vérité incarnée, et que comme il ne peut pas se tromper, on va le réguler. Donc il y a un gros problème de communication, c'est pas possible, on ne peut pas le voir, il y a un gros problème de communication entre les élites, le politique et le peuple. Là, si vous voulez, c'est comme si au lieu de penser le changement, on essayait de changer le pansement. C'est exactement ça. Sur la jambe de bois. Voilà. Il n'y a pas de réflexion sur les systèmes alternatifs, il n'y a pas de possibilité d'alternative. Si on observe les thèmes, si on reste au niveau simplement sémantique, c'est quoi ce qui revient? République, laïcité, collectivité, décentralisation. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres termes? Qu'est-ce qu'on fait du financement participatif? Qu'est-ce qu'on fait des démarches de permaculture? Qu'est-ce qu'on fait des monnaies libres? Qu'est-ce qu'on fait des initiatives de concertation? C'est pas inscrit dedans. Au niveau sémantique, il y a un gros problème ça ne colle pas, quoi. On a deux niveaux qui... Ça tient pas, quoi. Et donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un maintien du statu quo? Et donc là, c'est là où ça peut être dangereux, cette mise en place de ces questions. C'est parce que sous couvert d'un changement, en fait, on fait croire à un changement, mais pour mieux reproduire les structures existantes. Vous voyez? On a affaire à un cadre de référence, celui de l'élite politique, qui transparaît à travers ces questions.
qui croit qu'elle peut changer les choses, alors qu'en fait, elle ne fait que reproduire les modèles de référence. Et ce sont finalement des questions qui sont très loin des revendications portées par les Gilets jaunes et par les préoccupations des Français qui mettent en avant le pouvoir d'achat, la justice sociale, l'équité. Donc il y a un problème de communication. C'est ce qui explique aussi peut-être pourquoi les raisons pour lesquelles on voit de plus en plus de violence politique. Là, la violence politique est énorme, qu'il s'agisse de l'État ou du peuple. Le peuple, le peuple casse. Il commence à y avoir beaucoup d'infrastructures qui sont détruites, beaucoup d'hostilité à l'égard de la police, et inversement, le monde politique passe sur une réponse en termes de répression. Est-ce qu'au niveau des comportements, c'est la bonne politique adoptée? Non, parce qu'on voit que le mouvement continue et qu'il y a encore des casseurs. Donc voilà, l'idée c'est de dire que en fait, ces questions ne sont que qu'un calque, qu'une référence à des valeurs de référence, celles qu'on voit à l'heure actuelle, celles du système. Donc quand vous avez des valeurs de référence, il y a des croyances qui sont associées, des comportements, qui sont celles des schémas politiques actuels, qui se reproduisent, qui se maintiennent, qui n'évoluent pas. De là, des risques possibles et sans doute une manière de créer de l'influence sociale et de la légitimation de l'initiative de M. Macron, parce que quand vous avez des valeurs et des croyances qui sont très fortes, celles du système, en l'occurrence qui ne peut être que bon, qu'on cherche à réguler plus qu'à transformer, forcément vous allez avoir des comportements qui vont suivre, qui vont être en adéquation à ces croyances et à ces valeurs. Donc pourquoi ne pas justement mettre en place ce grand débat national, faire croire aux Français qu'ils ont l'initiative pour répondre aux menaces, aux tensions qu'il y a à l'heure actuelle. Là on est vraiment sur un outil d'action publique, c'est de calmer le jeu, c'est d'apaiser. Donc forcément il y aura un premier risque qui est de créer indirectement un effet de légitimation, tout simplement parce que dans le simple fait de poser les mêmes questions à tout le monde et que tout le monde se trouve impliqué, on va créer ce qu'on appelle un effet de consensus sur les problèmes. Autrement dit, il y a accord sur les questions qui méritent d'être posées, surtout que ces questions répondent à une demande particulière dans un contexte de grande tension et elles peuvent être, comme je l'ai dit, utilisées comme un outil d'action publique pour légitimer cette démarche, mais aussi créer des phénomènes de contre-légitimation et reprendre à son compte la contre-légitimation. C'est-à-dire que si d'emblée vous avez une catégorie de personnes qui dit oui mais moi je ne viens pas au débat public parce que je sais que ces questions sont biaisées, que peut dire M. Macron, son gouvernement, oui mais vous voyez, moi j'ai tendu la main ouverte à un mécanisme de concertation, si ces personnes ne viennent pas, c'est que d'une certaine manière, elles ne répondent pas à la main tendue que je leur ai sollicitée. Pourquoi la répression? Parce qu'elles avaient qu'à m'écouter et qu'elles n'ont pas saisi l'opportunité de venir débattre des problèmes qu'il aurait fallu débattre. Ça, c'est la première voie. Deuxième voie, qui est de dire, ok, on va tous débattre de ces questions-là, mais d'une certaine manière, si vous répondez aux questions de M. Macron ou son gouvernement peuvent dire, ah ben oui, ils ont répondu à mes questions, donc d'une certaine manière, je suis légitime parce que je suis la voix du peuple, vox populi, vox dei, alors que ces questions sont déjà tronquées, biaisées. Donc, dans l'un ou l'autre, il va y avoir un phénomène d'influence sociale ou de manipulation. Bon, on reviendra sur les termes, qu'est-ce qu'on met dans l'influence, manipulation, qui fait que, si vous voulez, c'est un peu comme ce qu'on retrouve en psychologie sociale ou en sociologie. Un phénomène d'influence, c'est un peu comme un phénomène d'emprise. Vous créez l'emprise à partir du moment où vous donnez prise à cette personne. Donc, soit vous n'allez pas répondre à ces questions, et dans ce cas-là, le gouvernement va dire, bon, mais finalement, c'est des ennemis, c'est des opposants, tant pis pour eux. On ne les écoute pas, soit vous répondez à la question, vous répondez à la sollicitation du gouvernement de M. Macron, et M. Macron, son gouvernement, va dire, mais finalement, vous êtes censé, d'une certaine manière, approuver la démarche que je mets en place. Donc dans l'un ou l'autre, vous renforcez la politique qui est mise en place. Et puis les mots et les préoccupations employées nous font voir que la grande majorité d'entre elles sont directement liées aux préoccupations politiques du personnel politique. Ces questions ne sont pas forcément les questions que vous et moi on pourrait parler. Si on s'amusait ce soir ou un autre jour à faire un petit brainstorming des questions qui nous sembleraient importantes ou des préoccupations des Gilets jaunes ou du peuple, on obtiendrait certainement une liste très différente. Donc voilà, il y aurait des phénomènes, pour en revenir à ça, des phénomènes d'influence. Voilà. Et avec pour enjeu induit de constituer l'idée qu'il existe une opinion publique unanime, donc de légitimer une politique et renforcer les rapports de force qui la fondent ou la rendent possible. Mais à partir du moment
où il y a des rapports de force qui sont créés, vous avez les pour et les contre, les opposants, les favorables, et à partir de là, vous pouvez jouer sur les catégories et puis légitimer une politique publique. Parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, je vais employer telle mesure. Puisqu'il y a des personnes qui sont favorables à moi, je vais mettre en place telle mesure pour contrebalancer les opposants. Vous voyez? Ça laisse une marge d'action, à mon avis, au gouvernement. Donc là, je pense que, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, il essaye encore, M. Macron, de s'accrocher au pouvoir. Il sait qu'il est sur la sellette, mais il essaye de mettre en place des mécanismes pour continuer. Voilà, à mon avis. Donc il y a un effet de politisation qui est produit par la crise, et c'est comme, voilà, s'il fallait choisir entre des groupes qui se définiraient politiquement, et définir des prises de position en fonction de principes explicitement politiques. Mais en se positionnant en fonction de principes explicitement politiques, on redonne encore prise. Et si on redonne encore prise, vous renforcez le phénomène d'emprise. Vous voyez? Alors, en quelques mots, pour conclure sur mon intervention, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben ça, les solutions, malheureusement, je ne les ai pas, j'aimerais les trouver, d'autant plus que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, donc je ne peux pas m'investir sur tout. Mais déjà, bon, en être conscient, c'est déjà pas mal. Et puis, surtout, peut-être reposer les questions. Se demander qu'est-ce qu'on met derrière les questions. Tu parles de service public, qu'est-ce que c'est pour toi le service public? Tu parles d'impôt, qu'est-ce que tu entends par impôt? Vraiment, passer de la com médiatique, politique, politico-politicienne à la common, la discussion plus profonde, la mise en discussion. Et là, à mon avis, on aurait vraiment une mise en débat public. Ce serait un débat public. Ça pourrait être une manière de faire du lien, comme tu le disais. Alors après, au plan peut-être, on va dire, structural, institutionnel, peut-être que je devance les réponses que tu vas apporter. Il y a eu des initiatives, alors pas forcément sur le grand débat, mais qui m'ont sauté à l'esprit, puisque ça rappelle la structure qu'on voit. En ayant étudié notamment la sociologie des dispositifs de concertation autour des risques. On peut l'aborder après. On peut l'aborder, d'accord. Ce sera une mise en, ce sera une mise en question. Voilà. Bravo. Mais bravo. Voilà, un seul mot, vigilance. Vigilance. Bon, je ne veux influencer personne, je ne suis pas là pour donner mon point de vue, mais vigilance. Qu'est-ce qu'on met derrière le sens des mots? Bravo. Très très bien. Très, très bien. Bravo. Merci. Merci.